Alors, je voudrais qu'on avance et qu'on parle un peu du budget de la sécurité sociale qui arrive demain en séance à l'Assemblée nationale. Alors, budget de sécu qui a été rejeté par la Commission des affaires sociales la semaine dernière. Il y a une chose qui reste, c'est la suspension de la réforme des retraites. Donc, on continuera à partir un peu plus tôt, 3 mois plus tôt. Tous les efforts en économie, par contre, gel des pensions, gel des retraites, là, ont été éliminé. Ce budget de la sécurité sociale, Denis Père, est-ce que c'est un budget d'effort utile ou de sacrifice inutile? Non, enfin, c'est un budget qui n'a absolument aucun sens. Moi, je ne comprends pas comment, d'ailleurs, on peut s'imaginer construire quelque chose de pérenne en rejetant effectivement cette réforme des retraites. Enfin, je veux dire, je me mets à la place de nos partenaires européens, Oui. les Allemands, mais pas que. Tous les pays d'Europe, depuis plusieurs années, ont accepté de passer l'âge de la retraite à 66, 67, 68 ans. Le Danemark, qui est encensé, modèle social-démocrate, encensé par la gauche française depuis 50 ans, a décidé de passer l'âge de la retraite à 68 ans et même à 70 ans à partir de 2040. Et nous, on est en train de dire à nos partenaires européens, il faut nous laisser dépenser beaucoup plus, fragiliser l'euro, être 5 années de suite à plus de 5% de déficit, parce que nous, on est une exception, je ne sais pas quoi, cette fois-ci, c'est pas culturel, c'est une exception économique. On est déjà le pays qui vit le plus longtemps au monde à la retraite et en bonne santé. Parce que nous refusons la réalité de la démographie, la réalité effectivement de la prolongation de l'espérance de vie. Oui. Nous, on veut partir à la retraite à 62 ans et en plus bien mieux payés que les Allemands. Je vous rappelle que nos retraités touchent 20% de plus que les Allemands, ont un niveau de vie qui est pratiquement comparable à celui des actifs. Donc comment est-ce qu'on peut tenir un discours pareil à nos partenaires européens? Mais ça ne tiendra pas une seule seconde. Donc qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Qu'est-ce qui va se passer? C'est parfaitement stupide comme stratégie, il n'y a aucune réflexion. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? La Troïka va arriver, le FMI, la BCE, l'Union européenne va arriver et va dire attendez les gars là, on arrête le cirque là, c'est plus possible. Donc maintenant, la retraite c'est 68 ans. Sinon, on arrête de payer vos retraites. Sinon, on arrête de payer aux fonctionnaires. Donc, il n'y aura même pas de négociation. Ça va nous tomber dessus. Moi, je serais aujourd'hui les syndicats et les partis de gauche. Je me dépêcherais d'essayer de négocier un accord intelligent avec effectivement prise en compte de la pénibilité, avec le patronat, avec le gouvernement, pour éviter que nous tombe sur la tête dans quelques mois ou dans quelques années, je ne sais pas quand, mais maintenant peut-être plus dans quelques mois, une décision qui sera imposée par les créanciers du pays où on n'aura pas le choix. Et ce sera quelque chose de dramatique. Ce sera 68 ans sans discussion. Professeur Kerber, ça va nous coûter 3 milliards. Bon, la génération de 1964 et de 1965 pourront partir 3 mois plus tôt en retraite que prévu. Ça va nous coûter 3 milliards niveau dépenses publiques, mais ça devrait aider à débloquer la situation politique du pays. Est-ce que c'est pas un bon deal, finalement, cette suspension de la réforme des retraites? Ça reprend en 2028. De temps en temps, la stabilité politique momentanée s'achète par des petits cadeaux. Je ne l'approuve pas, mais je dis c'est comme ça. Et je n'ai pas à juger la situation de la France, qui me paraît déjà suffisamment compliquée, peut-être compromise, mais je dois, je dirais, communiquer avec une modération particulière vis-à-vis d'un pays. Ce préambule étant fait, maintenant vous pouvez critiquer. Et qui n'aime pas recevoir des leçons. Je verse un peu d'eau dans votre vin. La situation de la sécurité sociale, également en Allemagne, est très préoccupante, malgré la sagesse des syndicats. D'avoir compris Vous nous rappelez l'âge légal de départ en retraite en Allemagne aujourd'hui? Oui, 67 ans. Mais il faudrait quand même, je dirais, tenir compte du fait qu'un certain nombre de gens de mon âge ont payé, ont contribué et vivent dans l'illusion d'avoir un petit trésor que maintenant l'État ne devrait que leur verser ce qui leur est dû. Oui. Et notamment dans les métiers, pas comme le mien, mais qui sont des métiers très pénibles, physiquement très pénibles. Vous avez eu ce débat sur la pénibilité de certains dossiers. Moi qui voyage beaucoup, je pars toujours avec les chauffeurs de taxi qui, à 62 ans, rêvent de leur retraite. Je comprends. Oui. Je comprends. Donc il faut mener un dialogue avec la prise en considération 63 ans pour la pénibilité, 67 ans pour les autres, ça peut très bien marcher. Je dirais de ces intérêts légitimes. Voilà. Mais aujourd'hui, nos démocraties, en Allemagne comme en France, sont apparemment incapables de réformer l'état de la providence, c'est-à-dire
le système de protection de chômage, qui est un système totalement obsolète, pour créer un marché de travail qui n'en est pas un. Voilà, c'est la première des choses à faire, où on peut faire beaucoup d'économies. Le système que nous avons en Allemagne, avec 3 millions de chômeurs, et où il y a des restaurants de la région de Berlin qui ferment parce qu'ils ne trouvent pas d'aide de camp. Voilà, c'était complètement obsolète, cette situation. Où il y a un grand nombre de prestataires, des prestataires services simples, qui ne trouvent pas, où les conditions d'embauche sont pénalisant pour tout patron, surtout pour les petits patrons. Même en Allemagne, vous êtes un peu un modèle quand même pour le plein emploi. Non, très souvent en France. C'est peut-être bien d'avoir votre point de vue. Le Bürgergeld est d'abord, c'est-à-dire la subvention par l'agence d'emploi aux gens qui apparemment n'ont pas assez de moyens pour payer leur loyer. Ceci est très impopulaire, parce que on n'arrive pas à expliquer aux personnes qu'il y a 3 millions de chômeurs et il y a des restaurants qui ferment parce qu'on ne peut pas trouver des gens sur le marché de travail. C'est-à-dire également pour les Ukrainiens qui sont en Allemagne, des jeunes hommes qui ne veulent pas servir dans l'armée, financés par le contribuable allemand, et les autres qui ont du mal à trouver un emploi. Je parle comme ça, pour ne pas être trop impoli vis-à-vis des gens qui se trouvent dans des situations quand même très pénibles, très compliquées. Mais en Pologne, il n'y a pas tellement de subventions et ils trouvent des emplois. Ils trouvent des emplois. C'est-à-dire, sur ce plan-là, la démocratie devrait être implacable. Léonidas, vous voulez réagir? Je voudrais vraiment réagir parce que c'est un point qui est fondamental sur cette loi de financement de sécurité sociale dont vous parlez. Vous savez que le Premier ministre a renoncé au gel des minima sociaux. Des minima sociaux et des retraites. Bon. Sur les minima sociaux, je voudrais vraiment faire un focus dessus parce qu'il y a différentes choses dans les minima sociaux. Il y a notamment les aides pour les enfants, pour les ménages qui travaillent. Mais il y a aussi les minima sociaux pour ceux qui ne travaillent pas. Donc il y a effectivement le chômage, il y a aussi le RSA. Relever le RSA alors qu'il y a 500 000 emplois non pourvus dans notre pays. Ça devrait être un objectif collectif de creuser l'écart entre le revenu de l'aide sociale et le revenu du travail. Que le revenu du travail soit toujours un élément différenciant où on vit réellement mieux et où il y a une force d'attractivité du revenu du travail. Relever les minima sociaux, c'est continuer à dévaloriser le travail dans notre pays. Et cette plaie est l'une des plaies fondamentales de notre situation économique. Et qui est même derrière l'absentéisme, la baisse de la productivité, l'affaissement de la valeur du travail, qui est dû notamment aux quantités de charges qui pèsent sur le travail, qui font que le travail est taxé à peu près à 55% dans notre pays. C'est l'un des éléments démotivants. Et si on veut remettre du carburant dans la force créatrice du travail, il faut que le différentiel entre celui qui vit de son travail et celui qui vit de l'aide sociale soit véritablement un différentiel marquant. Relever les minima sociaux dans ce budget, je pense que c'est catastrophique, notamment par rapport à l'un des fléaux qui gâchent le dynamisme de notre économie. On parle de gens qui sont à 400-500 euros par mois de subsides, quand même. Pardonnez-moi, c'est pas le cas dans le cumul. Non, dans le cumul des minima sociaux, pour ceux qui, le cumul n'est absolument pas réductible à 400-500 euros. Le cumul permet d'avoir à peu près 1 000 euros par mois lorsque l'on plus avec des APL, etc. Absolument. 400 aides. Et donc, dès lors, ce cumul-là devrait être suffisamment distant d'un SMIC pour que les 500 000 emplois soient pourvus. Et lorsque les 500 000 emplois seront pourvus, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on relève les l'émancipation par le travail. Après, je reviens vers vous. Alors, juste ajouter un argument pour compléter l'image et la situation en Allemagne. 23% des chômeurs ne se présentent même pas à l'agence de l'emploi, qui est une agence pour le chômage, à mon avis. Et ils continuent à faire ça pendant des années, et les agents, c'est-à-dire les fonctionnaires ou les employés chargés de cette situation, c'est très difficile de les motiver. Alors là, on vote avec difficulté une loi modificative de cette situation qui devrait mettre un terme
au refus de travail payé par... Oui. Alors, la population est complètement du côté de la politique qui veut être implacable. Parce qu'en Allemagne, des gens qui refusent le travail, ça, on n'aime pas trop. Hein, mais la démocratie est devenue très faible et l'état de la providence, et notamment avec la protection des chômeurs, la véritable protection des chômeurs, c'est-à-dire aussi des gens qui refusent de faire un certain travail, a semé le germe de la décadence dans nos démocraties. Hein, parce qu'une démocratie qui refuse le respect du travail et qui démolit la valeur du travail se démolit elle-même. Mais est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une généralité au sein de la population? Quand même, la population travaille globalement et plutôt volontaire pour travailler. Pas sûr, Marcus. La valeur du travail est très contestée, notamment par les gens qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail. Oui. Ils veulent avoir déjà 2 jours par semaine home office. Et regardez, télétravail, ils ont 6 semaines de vacances minimum. S'y ajoute 1 mois de maladie, arrêt maladie. Vous savez, l'Allemagne également est un paradis sur ce plan-là. Et je suis de ceux qui pensent que l'état de la providence et cette hyperprotection a véritablement, je le répète, s'aimer le germe de la décadence. Une société qui ne respecte pas le travail se détruit elle-même. Denis Père, pour le mot de la fin. Je partage complètement ces convictions. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que disaient les Léonidas, qu'effectivement, on a 400 aides diverses en France et qu'on peut très facilement effectivement dépasser les 500 € et se rapprocher des 1000 €. Et que dans le programme de François Fillon, comme maintenant dans le programme de David Lisnard, qui est peut-être le seul candidat sérieusement réformateur aujourd'hui en France, vous avez un principe d'écart de 20 à 30% entre l'ensemble des aides sociales et le SMIC. Plafonner les aides sociales, l'ensemble des aides sociales, à 70 ou 80%. Une IA ferait ça très bien. Une IA ferait ça extrêmement bien. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On peut effectivement avoir quasiment l'équivalent du SMIC avec un certain nombre d'aides. Juste pour terminer, ce qui est regrettable aussi dans le budget de la sécurité sociale, c'est qu'on n'ouvre pas du tout les seuls sujets réellement importants aujourd'hui, que sont, le problème de la fraude sociale, qui est un sujet majeur. Il y a un projet de loi qui arrive. Alors, on va voir le détail, mais dénoncé par des insiders nombreux, en particulier Charles Prats, qui est un ancien magistrat dans ce domaine-là, engagé en politique, tellement déçu par une partie du gouvernement qui l'a rejoint à l'extrême droite, mais donc un énorme sujet. Et un autre sujet aussi, qui est simplement la gestion de l'hôpital, ou par rapport à l'Allemagne, qui n'est pas parfaite, mais qui est dans un certain nombre de domaines meilleurs. On a 24% du personnel qui ne voit jamais un patient en Allemagne, quand c'est plus de 33% en France. Les administratifs. Le poids de la bureaucratie, qui est un énorme problème, qui pénalise en particulier les premières lignes. Ce sujet-là n'a pas du tout été évoqué. Par contre, ce qu'on commence à évoquer, c'est la suppression du secteur 2, je ne sais pas si vous avez suivi ça, la rémunération des spécialistes, qui est un drame, qui est en train de pousser aujourd'hui tout un tas de spécialistes français à considérer à quitter le pays. Donc ça, c'est totalement dramatique. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, Léonidas Kalogeropoulos, Denis Père, Marcus Kerber.